Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, chers frères, bonjour, chers amis. Euh, Donnez-moi un coup de main pour partager le direct. Aidez-nous à partager le direct, s'il vous plaît. Donc, je vais essayer de le faire. Donnez-moi quelques minutes pour que je puisse le faire avant de revenir dans mon direct. Donc, je fais rapidement. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Élisée Honta. Activez la petite cloche, s'il vous plaît, pour recevoir les notifications. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent en disant que quand nous sommes en direct, ils ne reçoivent pas les notifications. C'est parce qu'ils se sont abonnés à la chaîne, mais ils n'ont pas activé la petite cloche de notification. C'est la petite cloche, quand vous l'activez, qui vous notifie que nous sommes en direct. Et en ce moment, vous pouvez vous connecter et suivre le direct que nous sommes en train de faire. Voilà. Je souhaitais faire un petit rappel. Et devenez également membre de notre chaîne en donnant 1, 2 $ tous les mois pour soutenir le développement de la chaîne. Voilà, pour qu'on puisse faire davantage. Voilà, donc qu'on reprenne là on était. Je rappelle que ce direct est cette vidéoconférence est en direct également sur Facebook, sur mon compte des Manfo, mais qu'après celui-ci, tous les autres directs seront exclusivement sur notre chaîne. Donc, on a choisi de mettre celui-là un peu sur Facebook parce que on parle de la politique camerounaise. Donc, il y a pas mal de personnes qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne. Et je les invite à s'abonner sur notre chaîne YouTube parce que c'est sur YouTube que tout se passe. Voilà. Donc, voilà. Donc, je fais une vidéoconférence pour parler de la crise post-électorale au Cameroun. Je rappelle que c'est pas nous là qu'on va intimider, d'un. Deuxièmement, que ce n'est pas une émission qui est faite pour attaquer qui que ce soit. C'est une émission, enfin, c'est une vidéoconférence informative qui est faite pour informer l'opinion publique, pour apporter un éclairage à l'opinion publique afin que les Camerounais qui sont un peu dans le doute, l'expectative, dubitatif, etc., puissent avoir une vision claire de ce qui se passe actuellement dans leur pays. D'abord, le Cameroun, c'est un pays où les gens ont l'habitude de vivre pacifiquement. Et ce n'est pas Paul Biya qui a apporté la paix au Cameroun. La paix au Cameroun date des siècles et des millénaires. L'histoire du Cameroun ne s'écrit pas après 1960, où l'administration coloniale française a écrit. Elle ne s'écrit même pas avant 1960, à l'arrivée du colon. Elle s'écrit depuis des millénaires. Voilà. Donc les Camerounais ont toujours su cohabiter pacifiquement. Certes, il y avait des guerres, mais ils ont cohabité pacifiquement. Et donc, ayant cohabité pacifiquement, on se retrouve avec un pays qui est en ébullition. Et il faut chercher à comprendre les causes. Les causes sont simples. Les causes viennent du fait qu'il y a eu une élection présidentielle au Cameroun. Et l'élection présidentielle, la énième élection présidentielle, Paul Biya, qui est le président en place, a été battu au cours de cette élection par son ancien ministre Issa Chiroma. De la même manière qu'en 2018, il avait été battu par un de ses anciens ministres qui s'appelle Maurice Kamto. Donc, deux défaites. Et bien avant, il avait été battu par un ancien militant de son parti, John Fundi, qu'il avait battu aux élections de 92. Donc, Paul Biya a l'habitude des défaites. Mais il s'est toujours imposé par le hold-up électoral. C'est quoi un hold-up électoral? C'est le fait que puisque vous détenez au moment où l'élection présidentielle a lieu la légalité du pouvoir, ça veut dire que c'est vous qui avez le pouvoir sur la police, sur la gendarmerie, sur l'armée, sur la DGRE, sur la sécurité militaire, sur la DST, etc., etc. Vous utilisez ces instruments qui sont normalement destinés à garantir la sécurité du pays, à prévenir les menaces extérieures et à régler les menaces extérieures, vous utilisez ça contre votre population. Vous la violentez pour la faire peur, pour l'intimider et pour que, au nom entre guillemets, ce qu'ils appellent la paix,
que la population, parce que je vais démontrer qu'il n'en est rien du tout, que la population se calme et accepte que vous passiez en force. Voilà. Donc, c'est ça le hold-up électoral. Et ce hold-up électoral a été pratiqué en 2018 par Paul Biya. Il a été également pratiqué en 2025 par Paul Biya, qui n'a pas gagné les élections. On a toutes les évidences. Si vous voulez, ce qui a changé cette fois-ci par rapport à ce que Maurice Kamto avait fait, et il y aura des améliorations. Moi, je salue la société civile parce que, contrairement, je l'avais dit dans une émission sur Média de Africa, contrairement à ce qu'on peut croire, les Camerounais, au niveau de la société civile, au niveau des partis politiques, ont retenu les leçons, surtout la jeune génération, la génération Z, a retenu les leçons des scrutins précédents, des erreurs des parents précédents. Bon. D'abord, ils se sont rassurés, sortis pour voter massivement et suivre le vote. Ils ont choisi le vote utile. Donc, pour faire taire les histoires qu'on disait avant, ouais, l'opposition ne gagne pas parce qu'elle n'a pas de candidat partout, parce qu'elle n'a pas un candidat unique. Les Camerounais ont compris désormais avec le message des réseaux sociaux, des lanceurs d'alerte comme Zumanto, comme Paul Tuta, ils ont compris, et beaucoup d'autres, ils ont compris qu'il faut voter utile. Donc, le travail de la société civile, ils ont voté utile. Donc, ils ont mis leur score. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'un parti comme le SDF est moins de 1%. Ils ont été laminés partout. Donc, les Camerounais ont voté utile. La deuxième chose, ils ont surveillé leur vote. Donc, dans les bureaux de vote, les bourrages, les falsifications primaires des PV. Cette fois-ci, il y en a eu vraiment moins. Et le gouvernement camerounais a été obligé de se rapporter sur les commissions départementales. Et là, ça se voit parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'information circule, les audios, etc. Donc, on a vu et entendu beaucoup de choses. Et ensuite, on a vu que le gouvernement camerounais est allé à la commission centrale de recensement des votes et au conseil constitutionnel pour fabriquer des scores. Ce qui est bien cette fois-ci, c'est que le gouvernement avait l'habitude de dire « Ah ouais, mais il dit qu'il a gagné, qu'il prouve qu'il a gagné. Où sont les PV ?» Cette fois-ci, l'opposition, Issa Chiroma, a consigné dans un Google Drive la quasi-totalité des PV qui démontrent sa victoire. Et il faut dire que ces PV ont été consultés par les chancelleries étrangères, les pays étrangers, les ministères des Affaires étrangères de tous les pays africains, l'ONU, l'OUA, l'ONU, etc., etc. Ce qui fait qu'au niveau international, quand Paul Biya a opéré son hold-up, ça veut dire qu'il est passé en force avec l'appui du Conseil constitutionnel, qui sont des gens à qui il a nommé, qui lui ont fait allégeance, etc., et non pas la République, parce que quand on est président du Conseil constitutionnel, on est président du Conseil constitutionnel et on défend les intérêts des citoyens camerounais et non pas le vôtre. J'en prends pour preuve les propos du président du Conseil constitutionnel que vous avez tous suivi dans une vidéo. Voilà. Et qui fêtait d'ailleurs la victoire d'un candidat alors qu'il se doit d'être neutre. Donc, on a vu comment cela s'est passé, comment est-ce que le Conseil constitutionnel a proclamé Paul Biya président, comment est-ce qu'il a prêté serment. Le problème de X, c'est qu'on peut tous voir l'embarras de la communauté internationale. Même les pays comme les États-Unis, avec tout ce que Paul Biya a déversé aux États-Unis comme argent à travers ses cabinets de lobbying, ils se sont contentés d'un petit poste qui ne le félicite pas pour son élection, mais qui me félicite pour son inauguration. En français, ça veut dire qu'on ne le félicite, on ne reconnaît pas son élection. En français facile, dans le langage, le jargon diplomatique. D'ailleurs, c'est ce que M. Taibon Nach a expliqué. Hein, comment on dit give an explanation. Il a expliqué ça sur son compte Twitter ou X pour que les gens puissent avoir une meilleure compréhension. Donc, les présidents voisins, même Olingi Nguema qui avait envoyé les lettres de félicitations, il n'a pas fait le déplacement parce qu'il comprend bien les enjeux. Hein, ça veut dire que demain, tôt ou tard, on peut fermer sa BGF là au Cameroun, nationaliser les actifs et revendre ça à des investisseurs camerounais. Et s'il n'est pas assez au marché camerounais de 40 millions de consommateurs, ce n'est pas avec 2 millions de Gabonais qu'il fera quoi que ce soit. Donc, la Guinée équatoriale, Obiangema Mbazogo, ne s'est pas déplacé. Il n'a pas envoyé son vice-président, dont son fils. Il n'a même pas envoyé son ministre des Affaires étrangères. Idem pour le Congo-Brazzaville, idem pour la Centrafrique, idem pour tous les autres pays, les institutions multilatérales ont très bien compris que Paul Biya n'a pas gagné, qu'il est passé en force, il s'est imposé par la violence. Voilà. Donc,
ce qui a ouvert la voie à un conflit post-électoral. Post-électoral, ça veut dire après que les gens aient voté dans les urnes, après que la commission de recensement et le conseil constitutionnel se soient réunis, il y a quand même le fait que, n'en demeure, n'en déplaise à certains, il y a une crise qui est née, et cette crise qui est née là, c'est ce qu'on appelle une crise post-électorale. Parce que les citoyens camerounais qui ont voté ont senti qu'ils ont été volés, que leur élection a été volée. Et donc, pour protester contre cela, ils ont engagé des marches pacifiques. Je précise bien, des marches pacifiques. Je précise encore, des marches pacifiques. Les Camerounais ne sont pas violents. Des marches pacifiques. Parce que dans cette affaire, le gouvernement camerounais a, d'abord, je précise que la répression qu'il y a en cours en ce moment au Cameroun, il faut l'attribuer à la France. Parce que la France a nommé un ambassadeur au Cameroun qui est un général, c'est Yves Marchand, c'est Thierry Marchand. C'est le travail qu'il a fait, c'était pour préparer ce qui est en train de se passer là maintenant. Parce qu'en 2018, la répression était un peu un genre, il y avait tellement d'images sur les réseaux sociaux et la France était embarrassée. On a dit non, on va faire ça différemment. On laisse les gens marcher le jour, on vient procéder à des enlèvements la nuit des gens pour les amener dans des déportés à 2, 3 régions plus loin que la région où ils habitent pour faire souffrir les familles. Et on les soumet à la torture, à l'abri des smartphones et des vidéos qui peuvent dépeindre le gouvernement camerounais. Mais je rappelle, ce n'est qu'un rappel, ce sont les faits, je n'attaque personne, que le même Thierry Marchand, on l'avait envoyé à Madagascar pour aider, assister le gouvernement malgache de Rajolina à mater la contestation qu'il y avait dans le pays. Et après son départ pour le Cameroun, donc, vous avez vu que quelques 2, 3 ans après, Rajolina a été dégagé par les gens que Thierry Marchand avait aidé à mater. Donc, la contestation, je peux dire qu'il n'y a que, si on veut se mettre, on prend Madagascar où Thierry Marchand était comme benchmark, il n'y a qu'un report de la contestation qui forcément aura lieu, il n'y a qu'un report de la contestation parce que quand Thierry Marchand quittait Madagascar, il a été décoré par Rajolina, félicité pour l'excellent travail qu'il a fait et quelques années après, là, Rajolina tombait par les mêmes gens qui étaient censés avoir été neutralisés par Thierry Marchand. Donc, ça, il faut le noter. Donc, pour ceux qui pensent que c'est terminé, la messe est dite, alors c'est terminé, Paul Biya, et après Paul Biya, Franck Biya, je pense qu'ils font une gravissime erreur. L'histoire des peuples, c'est plus compliqué que ça. Donc, il y a eu une crise, une contestation post-électorale. Et cette contestation post-électorale-là, elle vient du fait que l'opposition, donc le FN, le parti de Issa Chiroma, ses alliés de la société civile, hein, notamment et d'autres partis politiques, Anissé Ekane, Djekam Tchameni, Parfum Voum, ils sont très nombreux. Le gouvernement camerounais a décidé de faire abattre la répression sur eux. D'abord, quand le gouvernement camerounais dit que les forces armées, l'armée est sortie, c'est pour prévenir la paix, ce n'est pas vrai. Avant même le jour du vote, on avait déjà envoyé l'armée pour encercler la maison de Chiroma, d'Issa Chiroma. Est-ce qu'il y avait la violence? Mais non. Issa Chiroma était en campagne. On a vu comment ils ont déplacé les troupes pour encercler la maison de Issa Chiroma. Où avez-vous vu ça? Imaginez avec les élections aux États-Unis, on avait d'un côté Donald Trump, on avait d'un autre côté Kamala Harris. Et Joe Biden, qui était le président, envoyait l'armée pour encercler le domicile de Donald Trump à Mar-a-Lago. Est-ce que ça ferait sens? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé au Cameroun. Paul Biya a envoyé l'armée encercler le quartier général, se poster à l'aéroport de Garoua et faire qu'aucune personnalité politique ne pouvait même se... Alors qu'on était encore en campagne, alors qu'on n'avait même pas encore voté, aucune personnalité politique ne pouvait se rendre à Garoua pour discuter avec Issa Chiroma, les membres de sa coalition, pour avoir des séances de travail. Donc on voit très bien qui a commencé à échauffer la population. Et Atangandi a fait une sortie, le ministre de l'administration territoriale, en disant qu'il entendait arrêter M. Issa Chiroma, alors qu'il est candidat à la présidentielle. On dit, je vais l'arrêter, alors qu'il est candidat à la présidentielle. Ça veut dire que s'il gagne l'élection, il est censé diriger le pays. Et de qualifier Issa Chiroma de coton sport de Garoua,
la ville, le club de la ville de Garoua, le football de la ville de Garoua, et qu'eux, ils étaient le Real Madrid. Donc, vous voyez que c'est le gouvernement camerounais qui a commencé à mettre de l'huile sur le feu bien avant même le démarrage du processus électoral de l'élection en elle-même. Ce qui a fait, Etia Tiroma encore a dit qu'il a eu des menaces des gens de la sécurité militaire et de la DGRE, la division de la recherche extérieure, qui sont venus jusqu'à son domicile lui prodiguer des menaces en disant que il devait, qu'il les gagne ou qu'il les perde, il devait se taire, sinon il ferait l'objet de représailles. Et alors ils ont enlevé sa famille. Donc, vous comprenez que c'était déjà prémédité. Ce qui explique les raisons pour lesquelles la communauté internationale n'a adressé aucune félicitation à Paul Biya. Aucun pays, je précise bien aucun, en commençant par la France. Aucun pays n'a dit à Paul Biya vraiment félicitations pour votre réélection. Parce qu'ils savent qu'il n'a pas été réélu. Les résultats réels des PV sortis des bureaux de vote sont disponibles à la comment on appelle ça, sont disponibles sur le G-Drive de la page Issa Tiroma 2026. Le gouvernement camerounais lui-même, n'a fait aucun effort pour produire ces évidences à lui qui permettent c'est-à-dire que des PV bureau de vote par bureau de vote. Ça veut dire que le gouvernement sait que s'il produit les PV bureau de vote par bureau de vote, d'abord, on risque de dire, voilà, ce document que vous avez dit est faux, voilà ce qui est vrai. Il y a des gens qui ont beaucoup de PV, les gens étaient dans les bureaux de vote. Et deuxièmement, s'ils commencent à les produire, il y aura l'incohérence des chiffres. Donc, ils n'ont pas produit ça. Ils ont seulement dit le Conseil constitutionnel a décidé en haut lieu, sur la base des PV que personne n'a vu, que voilà, Paul Biya a été réélu. Donc, la crise post-électorale s'engage. Issa Tiroma, ses alliés, Anissé Ekane et Djokam Tchameni, demandent aux personnes des villes mortes, disent voilà, que les gens restent chez eux pour protester de manière pacifique. Ça, on a vu ça en Inde, ça, on a vu ça en Afrique du Sud. C'était des instruments de lutte demandés là. Le problème, c'est que dans l'administration Biya, il n'y a que des courtisans et il n'y a pas des gens qui ont déjà, se sont déjà battus pour quoi que ce soit ici sur la terre. Je rappelle qu'après ce direct-là, je ferai un direct à mon camarade Bouga, qui était candidat aux élections et qui incarne la honte de notre génération. Et je vais lui dire pourquoi il fait ça. Pourquoi je le dis. Donc, c'est pacifique. Est-ce qu'on casse, on brûle si les gens restent à la maison? Non. Qu'est-ce qui s'est passé en réaction? Le gouvernement camerounais a, et je rappelle qu'il décrétait les villes mortes suite à un communiqué du gouverneur de la région du littoral, qui, quand Issa Tiroma proclamait les résultats tels que sortis des urnes, le gouverneur a fait un décret en disant les manifestations sont totalement interdites dans le littoral, dans le centre, etc. Les gouverneurs ont fait des communiqués. Sûrement sur instruction de Atangan, le ministre de l'Intérieur, de l'administration territoriale. Ce à quoi les Canadien ont dit, bon, ville morte, restez chez vous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je ne vois pas où il y a la violence dans les villes mortes. Qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé des hommes en tenue, les kidnapper la nuit dans leur domicile, les arrêter, les mettre les caboules et les déporter sur la ville de Yaoundé. Je veux dire que ça, c'est un très mauvais héritage que Paul Biya est en train de laisser pour sa personne. Personne ne pourra défendre l'héritage de Paul Biya. Personne. Aïdjo a fait pareil, mais le bilan économique d'Aïdjo a fait que, et puis le désastre managérial de Paul Biya a fait que les gens ont eu de la sympathie pour Aïdjo, l'ont réhabilité un peu dans l'opinion. Mais Paul Biya, on n'a ni le bilan économique, ni le bilan politique, ni le bilan, etc. On a un bilan liberticide. Il laisse maintenant un pays qui est en crise dans toute la partie septentrionale, dans toute la partie du Nozo, dans toute la partie de l'Est, et le pays ne vit plus que sur le littoral, le centre et le sud. Bon, je vois pas ce qu'il y a au sud, on peut dire le littoral et le centre. Et que si ça s'enrhume à Douala, Yaoundé, c'est grave. Donc, Anissé et Kane, Djokam Tchameni ont appelé aux villes mortes. Ce à quoi ils ont été kidnappés dans leur domicile. Et les Camerounais, donc en réaction, sont sortis pour marcher pacifiquement. J'insiste sur le mot pacifiquement, parce que je connais bien comment ça s'est passé en 2008 et comment ça s'est passé dans notre pays en 1992. J'étais peut-être tout petit, mais on connaît bien. On rentrait de l'école, on voyait les casses et les gens, les enfants, on avait, puisque c'était les parmi, le génie militaire n'est pas loin.
Les enfants des officiers nous disaient, celui-là, c'est un militaire. Il est au génie, il est là, il s'appelle tel. Je veux dire, c'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes méthodes. Je veux dire, et si ces méthodes-là pouvaient sauver un régime, le régime de Pinochet ne serait jamais tombé au Chili. C'est les méthodes qu'on a pratiquées en Amérique latine. Hein, en Colombie, avec les contrées-races, on a pratiqué ça en Amérique latine, on a pratiqué ça au Chili, on a pratiqué ça en Équateur, mais ça n'a rien donné. Absolument rien donné. Ça, il faut bien que les gens qui sont aux affaires se le disent. C'est les méthodes qui n'ont rien produit dans l'histoire de notre pays, jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a rien produit. Ça n'a pas créé quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Donc, ils ont donc mis en place un système de violence, de répression, et les Camerounais sont donc sortis dans la rue pour exprimer leur mal-être. Ils ont le chômage, ils ont l'absence d'eau, ils ont l'absence d'électricité, ils ont la promiscuité parce qu'on ne construit pas le logement, ils ont l'insalubrité urbaine parce qu'on ne ramasse pas les poubelles, les entreprises industrielles déversent les produits chimiques dans les cours d'eau qui sont devenus noirs, dans lesquels les larves de moustiques viennent tremper pour aller piquer les gens. Et ça leur donne un palu qu'eux-mêmes ils pensent que c'est un palu qu'on a envoyé de l'extérieur pour les exterminer. Etc., etc. Les camions ont plein de problèmes. Les accidents de la route, l'insécurité, les bandits. Quand ils crient bandit, bandit, la police ne vient pas. Mais la même police vient procéder aux enlèvements dans la nuit des enfants qui sortent pour marcher pacifiquement. Pourquoi je dis que les gens sont sortis marcher pacifiquement? Moi, je suis très en colère contre les officiels français. Et je comprends pourquoi la France est en train de se casser la gueule en Afrique. Et ma prédiction, c'est que dans 20 ans, elle sera balayée dans tous les pays, y compris la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Même pas 20 ans, 10 ans, vous verrez. Parce qu'on ne peut pas reproduire les mêmes manières. Moi, le monde est un monde ouvert. Moi, j'ai grandi en France. En France, Lionel Jospin était passé Premier ministre et il a nommé un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Chevènement, qui est encore vivant d'ailleurs, Jean-Pierre Chevènement. Il avait été nommé ministre de l'Intérieur. Et Jean-Pierre Chevènement avait mis en place ce qu'on appelait la police de proximité. Donc nous, à cette époque, j'étais étudiant à l'université d'Orléans, et il y avait la police de proximité parce que Orléans, le quartier, donc la bourgeoisie orléanaise, ne voulait pas des étudiants en centre-ville, Oliver ou Oliveret, ou je ne sais pas moi quoi, j'ai oublié le nom des villes. Donc on allait placer l'université dans un quartier qui s'appelle La Source. Et à La Source, il y avait énormément d'agressions. Donc moi, ça m'est arrivé de voir des gens en moto agresser les camarades de classe, vraiment les poignarder, et on n'a rien pu faire. Moi, j'ai vécu ça, moi. On n'a rien pu faire. On allait emprunter le bus, pour ceux qui connaissent Orléans, La Source, le rond-point où il y avait McDonald's au Quick, et on voyait des gens sortir des bosquets et agresser les gens avec des couteaux, blesser les gens. Nous, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On n'avait rien, on était obligé d'attendre et après d'appeler la police, je crois que c'est je ne sais plus c'est quel numéro. Et quand ils sont venus, nous on avait porté notre camarade, on a déchiré les t-shirts pour lui faire un garrot et ils sont venus l'amener à l'hôpital de La Source. Donc c'est un quartier très violent. Mais la violence avait baissé, pourquoi? Parce que lorsque Jean-Pierre Chevènement a mis en place la police de proximité, les choses ont commencé à s'améliorer. Le policier n'était plus celui qui vient avec l'arme pour tirer sur l'agresseur. Le policier était celui qui travaille avec les communautés en proximité pour pouvoir, c'est-à-dire que s'il y a une marche, les organisateurs de la marche viennent travailler avec la police pour l'organisation de la marche, pour la sécurisation de la marche. Et l'héritage de Jean-Pierre Chevènement, c'est vous voyez aujourd'hui en France, quand les gens veulent marcher, les organisateurs vont discuter avec le commissaire de police au commissariat qui les affecte les gens. La marche est organisée avec le commissariat de police et la police met un véhicule en devant, elle met des agents aux alentours en civil et en tenue et elle met, je ne veux pas dire entraîne, mais elle informe les organisateurs de la marche sur, voilà, vous devez avoir un brassard sécurité et s'il y a quelque chose, voilà comment vous nous provenez et tout se passe dans le cadre. Aux États-Unis, vous avez la même chose. Dans les villes, vous avez ce qu'on appelle community police. Donc, qui sont à vélo. Tous les gens qui vivent aux États-Unis les ont déjà vus. C'est le policier qui sont à vélo, donc ils pédalent, ils rentrent dans les quartiers. S'il y a quelque chose, ils discutent avec les gens. Ils ne viennent pas recruter les indiques, non. Ils discutent avec les gens. Par exemple, si vous voulez organiser une marche, parce que vous n'êtes pas content, je ne sais pas moi, que peut-être
le coût de l'enlèvement des ordures a augmenté, est passé peut-être de $200 il y a 10 ans à $500. Si vous n'êtes pas content, vous voulez manifester pour que le maire revoie ça, etc., etc. Vous allez au commissariat de police prendre l'autorisation. Ça se prend au commissariat de police. Et quand vous prenez l'autorisation au commissariat de police, vous discutez avec le commissaire de police. Moi, je l'ai déjà fait ici. Vous discutez avec le commissaire de police, il vous dit, voilà, est-ce que vous avez des appréhensions quant à des gens qui pourraient casser, etc., etc., etc. Vous échangez, il vous donne un guide, un manuel sur comment organiser sans qu'il y ait ceci, qu'est-ce que la police, son commissariat propose pour couvrir le calendrier des marches, s'il y aura assez d'éléments, etc. Et ils encadrent la marche. Ils encadrent la marche. Je veux bien croire que les policiers chez nous, on dit qu'ils sont formés à l'école de police. Les commissaires de police à l'école de police à Yaoundé, les autres au centre d'instruction de la police de Moutengueni. Je veux bien croire. La gendarmerie, je veux bien croire qu'il y a l'école de gendarmerie où on forme les gendarmes. Ce sont des officiers de police judiciaire. Mais comment ça se fait que dans un pays qui, selon Paul Biya, se veut émergent en 2035, non, il nous manque 10 ans, la police, la gendarmerie, parce que l'armée n'est pas utilisée contre les populations civiles. L'armée est utilisée pour défendre le territoire. Malheureusement, chez nous, de manière récurrente, Paul Biya utilise l'armée pour tirer à balles réelles. Les populations civiles qui payent les impôts, qui votent, sont devenues les cibles pour l'armée, les cibles militaires. En revanche, dans notre pays, ce on se serait attendu à voir, on se serait attendu à voir que le gouvernement camerounais aurait formé les policiers. Et je vous garantis que si la police dans notre pays encadrait les manifestations, je dis bien encadrait les manifestations. Vous voulez marcher, oui, vous allez demander une autorisation au sous-préfet. Vous organisez la marche en travaillant avec les services de police qui encadrent la manifestation. Il n'y aurait pas de violence. Parce que vous savez très bien que vous pouvez organiser une marche, vous êtes 200, la marche est pacifique, mais les casseurs s'introduisent à l'intérieur. Les casseurs peuvent être des gens qui ne vous aiment pas, peuvent être vos adversaires politiques qui introduisent des casseurs, bref, qui font tout un tas de choses pour pouvoir justifier la répression, les interdictions des manifestations. C'est ce que le régime Biya fait. Mais la police chez nous, ici aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle community police. Quand vous voulez organiser quelque chose, vous allez au commissariat, il y a la section community. Vous vous asseyez, vous discutez avec eux, vous échangez, vous avez plusieurs réunions. 1, 2, 3 réunions. Vous déclarez une semaine, 2 semaines avant, vous organisez et ils encadrent pour qu'il n'y ait pas de dommages. Parce qu'en cas de dommages sur les biens des personnes, voilà. Et que dit, parce que quand on dit la violence, que dit des vidéos que nous avons vues là, qu'on a en possession, où on voit des hommes en tenue avec des casques sur la tête, ramasser tous les comptoirs où les femmes et les mamans se débrouillent et mettre le feu dessus en plein milieu de la route. Pour s'y passer ça. Donc, il y a une violence qui est disproportionnée, qui n'avait pas lieu d'être. On dit, oh, Abafang, mais les gens sont sortis parce qu'on tire sur des gens à balles réelles et on arrête des gens qui sont blessés et on va les jeter en celui. Bref, ce n'est pas, ça a manqué de professionnalisme au niveau de nos forces de l'ordre. Franchement, on peut mieux faire. Franchement, s'il y a un gouvernement demain, et nous, demain, s'il y a des élections, nous allons porter une voix forte auprès de la classe politique pour que les acteurs politiques aient un discours sur la réforme de la police, de la gendarmerie et de l'armée au Cameroun. Nous devons mettre fin au cycle de violence que la police, la gendarmerie et l'armée exercent depuis des années sur les populations civiles. Ça n'existe pas. Je vous rappelle qu'ici aux États-Unis, la dernière fois, pour ceux qui sont dans la ville de Chicago, la ville de Chicago a fait un settlement, donc un protocole transactionnel, avec un monsieur qui va recevoir 100 millions de dollars parce qu'il a reçu une violence policière. Il a fait 30 ans de procès et il a gagné jusqu'à la Cour suprême. La ville de Chicago a fait un settlement pour lui verser 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Alors, les gens peuvent dire, oh non, ce n'est pas le Cameroun. Non, pas du tout. Ce sont des actes qui ne sont pas prescriptibles par la loi. Ça veut dire que si vous les commettez, ce n'est pas prescriptible. Demain, si le régime change, le nouveau président qui arrive peut demander aux associations de victimes de constituer des associations, aux victimes de constituer des associations et d'ester en justice. Et en estant en justice, l'État sera dans le box
Et les agents qui ont commis ces choses-là seront dans le pot parce qu'à l'aide d'aujourd'hui, on a les noms de tous ces gens-là. Même ceux qui viennent enlever la nuit, on a les noms. Et je prends sur moi, je le dis, tous sont d'une seule et même ethnie. Et parlent une seule et même langue. Ce qui fait dire à certaines personnes qu'on a affaire à une milice tribale. Donc, la conséquence de ça, c'est que Issa Tiroma a appelé aux villes mortes qui ont été suivies dans l'ensemble du territoire national. Vu les violences qui se sont exprimées dans le Nord, on a les vidéos, toutes les vidéos, où le lobby a tiré à balles réelles sur les gens, descendu les gens. Ça a été vraiment grave. Ce qui s'est passé, c'est que les populations ont exprimé leur colère en s'en prenant au bien de certaines élites du coin qui ont créé des milices qui ont mis en place un système d'information pour donner les noms des personnes qui marchent dans la rue afin qu'elles puissent venir être kidnappées la nuit pour installer la peur. Ce qu'on ne devrait malheureusement pas voir et ce qu'on n'aurait pas dû voir s'il n'y avait pas de communiqués incendiés comme ce que M. Iva Dibois a signé à Douala pour dire j'interdis toutes les marches. S'il n'y avait pas les gens qui ont tiré à balles réelles, comme au commissariat de Nkouloulou, où le commandant de brigade a tiré à balles réelles avec 4 morts, s'il n'y avait pas eu tout ça, en revanche, s'ils avaient travaillé avec les organisateurs des marches en disant on organise les marches et à la fin des marches, tout le monde rentre chez lui, il n'y aurait rien eu. Même ici dans la mairie, il y a des marches, quand ce n'est pas encadré par la police, il y a des casses. On casse les vitrines des commerçants, on pille, etc. C'est pour ça qu'ici, toutes les marches sont encadrées par la police. Et s'il y a des casses, la police, elle, qui travaille pour pouvoir retrouver les personnes qui ont cassé et hold them accountable. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Ce n'est pas le cas. Rien, mais absolument rien ne permet de dire que les gens qui ont arrêté, c'est les gens qui ont cassé. Voilà. Et rien ne permet de dire, parce que vous ne pouvez pas aller, par exemple, dans une ville comme Tchang, dire que oui, on a cassé. Mais vous mettez de côté le recteur de l'université de Tchang qui a mis en place tout un système de fraude, de falsification des PV dans son domicile, de réécriture des PV. Le domicile du recteur de l'université de Tchang était devenu le centre névralgique de la fraude, avec des étudiants qui ont recruté pour leur main d'écriture, pour réécrire les PV, etc., etc., etc. Alors quand la population était au courant de ça, elle a envahi son domicile et elle a retrouvé tout un arsenal, l'encre, le papier, etc. Mais qu'a fait le collégion de la région de l'Ouest là? Est-ce qu'il a ouvert une enquête? Est-ce qu'il a ouvert une enquête pour entendre M. Nanfoso Tsafak pour lui demander que faisait tout le matériel électoral chez vous? Est-ce que vous êtes un Elecam? Est-ce que le siège départemental d'Elecam c'est chez vous? Que faisaient les PV des bureaux de vote et les PV falsifiés chez vous? Que faisaient les encres, etc., etc. Que faisaient les cartes d'identité, les milliers de cartes d'identité dans votre domicile? D'où venait tout cet arsenal? Est-ce qu'on a ouvert une enquête pour poser la question à M. Tsafak Nanfoso que, en vertu de quoi? Qui vous a mandaté? Où teniez-vous la légalité pour faire tout ce qui se faisait dans votre domicile? Que nenni, la police, la gendarmerie s'est plutôt déportée pour arrêter les pauvres enfants qui manifestaient leur colère dans la rue. À partir de ce moment, vous comprenez le silence de la communauté internationale qui ne dit rien sur ce que Paul lui appelle victoire, mais qui n'en est pas une en réalité. Bon. L'opposition a appelé aux villes mortes. Et c'est par là que je vais finir ma présentation. Les villes mortes auront une conséquence sur l'économie. On ne sait pas jusqu'où iront les villes mortes, mais les villes mortes auront une conséquence sur l'économie. Je rappelle que Paul Biya a choisi l'option de la violence. Pour l'instant, je dis bien, ça c'est un théorème qu'on apprend dans toutes les écoles de sciences politiques. Moi, j'ai fait une ici, l'une des meilleures. Et on vous apprend que la violence appelle la violence. La violence appelle la violence. Même s'il y a un temps de retard, ça appelle la violence. Vous ne pouvez pas violenter éternellement les gens. La violence appelle la violence. La violence appelle la violence. Vous pouvez être un élément du BI, originaire du Nord, vous allez tirer les gens en Gaoundéré, les gens identifient la maison de vos parents en Garoua. Je veux dire que la violence appelle la violence. Premièrement. Deuxièmement, dans un monde où les armes circulent,
Paul Biya, quand il utilise les armes pour réprimer la population, c'est de les devises qu'on devait utiliser pour construire les hôpitaux, construire, donner le lot, donner l'électricité, améliorer l'école primaire, secondaire, etc. Cet argent est utilisé pour réprimer les personnes et enrichir les marchands d'armes dans le monde, en l'occurrence les marchands d'armes français. Parce que c'est la France qui fournit toutes ces armes-là, avec tous ces armes-là, tout ça acheté en France. Donc, ça coûte à l'État. Et c'est l'argent du contribuable qui travaille paisiblement, qui est utilisé pour pouvoir faire ça, pour pouvoir couvrir ces charges-là. Donc, ça, je veux dire, si on est un président responsable, on utilise le dialogue politique pour éviter cela. D'abord, on a perdu, on se retire. George Weah a perdu les élections au Libéria. Il aurait pu se maintenir aussi en mettant l'armée dans la rue pour tirer les gens, etc. Mais George Weah s'est retiré. Macky Sall a tenté de passer en force pour modifier la constitution. Devant la rue, les morts, etc., etc., il a appelé des sages au Sénégal. Il y a eu médiation, il s'est retiré. Il est parti en exil, enfin en exil, il est parti s'installer au Sénégal pour laisser les autres diriger. Donc, je veux dire que dans notre pays, c'est atypique. Deuxièmement, la science politique nous apprend qu'il y a la règle, ce qu'on appelle le précédent. D'abord, le régime bien ne sera pas éternel. Deux, même s'il advenait que son fils prenne le pouvoir, ce ne serait pas éternel. Le Gabon à côté nous a parlé. Trois, quand le régime est terminé, la manière dont vous avez traité vos concitoyens, c'est la même manière que vous serez traités. L'histoire de Mobutu nous parle. L'histoire de Mobutu nous parle. L'histoire au Gabon de Ali Bongo nous parle. Et dans bien d'autres pays en Afrique. Je vais parler dans tous les détails. L'histoire nous parle. Donc, je ne pense pas que Paul Biya veut laisser un pays où, après lui, derrière, ce soit des règlements de compte. Parce que pense-t-il? Dans ce monde-là, tous les gens qu'il envoie, kidnapper les gens dans les quartiers, kidnapper les gens, aller torturer, etc., etc. Demain, quand le régime a changé, quelqu'un peut vous porter plainte à vous, le soldat, et dire, voilà, vous m'avez torturé, je vous reconnais, vous m'avez infligé des sévices corporels. L'action en justice sera recevable. Vous n'aurez plus le backup de tel général, de tel colonel. Vous serez jugé. Si je mens, prenez le Burkina Faso. Combien de militaires d'hommes en tenue il y a en prison au Burkina Faso? Des gens du RSP qui travaillent avec Compaoré. Parce que les gens les ont reconnus, les gens les ont porté plainte. Le plus célèbre parmi eux, c'est le général Diendéré, qui a été condamné à 30 ans de prison. Je ne sais pas, je pense qu'il a purgé 15 ans. Et après, il est tellement malade qu'il est presque au bord de la mort. Ibrahim Traoré a pris une décision humanitaire, je crois, de le sortir de la prison, de le mettre chez lui. Bon, pour que les conditions soient un peu meilleures. Et puis qu'il ait une fin de vie, voilà. Même si lui n'a pas fait ça aux autres, les gens qui torturaient à l'époque, dans le cachot, etc., etc., etc. Donc, ça c'est important. Et nous devons le dire. Nous devons le dire, nous devons encore le dire. Maintenant, Issa Thierno m'appelle aux villes mortes. J'aimerais m'appesantir sur les conséquences sociales, politiques et économiques. D'abord, les conséquences politiques. Quand Issa Thierno m'appelle aux villes mortes, il prend les Camerounais à témoin. On est dans un blocage. Et comme toujours, Paul Biya utilise toujours la force. Il dit voilà, si vous n'ouvrez pas, je vais sceller. Ça démontre une chose. J'ai vu le délégué du gouvernement de Douala, mais franchement, ça dit qu'il est temps que dans notre pays, ce soit des élus qui dirigent. Parce que quand les gens sont des élus, ils arrivent avec un background, ils arrivent avec les preuves qu'ils ont fait sur le terrain. Voilà. Que ce soit des élus qui dirigent. Que ce soit des élus, je dis bien, qui dirigent dans notre pays. Et non pas autre chose. Que ce soit des élus. Ouais. Que ce soit des élus. Qu'est-ce qu'on peut voir dans notre pays? On voit bien que le délégué du gouvernement, le gouverneur, qui ne sont pas des élus, qui sont des gens nommés, descendent dans les marchés, disent je vais sceller les boutiques. Bon, vous allez sceller les boutiques. La raison pour laquelle les commerçants restent chez eux et opèrent le mot d'ordre de Villemort, respectent le mot d'ordre de Villemort, ce n'est pas par défiance pour l'État. C'est parce que le client, vous ne connaissez pas la sensibilité politique du client. Vous ne connaissez pas ce que subissent les clients. Vous ne connaissez pas l'effet que la violence a sur les clients.
Si vous êtes un commerçant, vous ouvrez, et que demain, les gens passent en disant, ah, c'est le type là, d'ailleurs, et vous ne connaissez pas ce que vos adversaires dans le marché peuvent dire. Vos concurrents disent, ah, vous ne savez pas que c'est un indique, mais c'est un indique, il ne faut plus aller là-bas. Votre boutique reste désespérément vide. Et à la fin du mois, il faut payer le loyer, il faut payer les taxes, il faut payer les salaires, etc. Moi, j'ai vu au Cameroun, dans un quartier qui s'appelle la Cité des Palmiers, un monsieur qui s'appelait Tailleur Martino, un gars étonné, qui était parti étudier en Italie, la confection industrielle, et qui est revenu, il a ouvert un magasin, une entreprise, il avait une maison qui était sur 1 hectare, il avait toute une entreprise là-bas, qui cousait les shorts. D'ailleurs, quand on faisait l'EPS au lycée, éducation physique et sportive, on achetait les shorts chez lui, c'est lui qui approvisionnait le lycée. Il faisait les tenues précousues, etc., etc. Il livrait le lycée La Cité des Palmiers, Bonamou Sadi, Oyak, le Séti du Bassa, etc. Quand sont arrivées les villes mortes, les gens ont fermé leur magasin. Martino a ouvert, il a mis une milice avec des machettes devant. Il dit que celui qui vient ici, je vais couper sa tête. Il marchait lui-même avec des machettes et un fusil. Bon, quand les villes mortes sont terminées, etc., il y a un accord politique entre Biya et son opposition. Qu'est-ce qui s'est passé? Martino s'est retrouvé dans la rue. Parce que les gens l'ont totalement boycotté. Ils n'avaient pas une commande. Vous ne pouvez pas ouvrir un magasin s'il n'y a pas la clientèle. En ce moment, les préfets, les pères Kungwedima qui étaient gouverneurs, dont ils se vantaient d'entrer dans leur bureau et ressortir comme ils veulent. Est-ce que c'est eux qui allaient venir acheter? Non. Il a demandé même une aide de l'État. Il le disait à qui voulait l'entendre dans la cité. Oh, je suis allé voir Joseph Ona, secrétaire général de la présidence. On m'a reçu, on m'a flanqué dehors. Il est rentré là, il marchait en route en pleurant. Moi, je suis allé étudier en France. Quand je suis rentré, je l'ai vu, il était maigre comme ça. Il marchait à pied. La Pajero même, il n'y avait plus. Il marchait à pied. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Il a tout perdu. Pensez bien, monsieur le gouverneur Eva Adibois. Pensez bien, monsieur le délégué à la communauté urbaine de Douala, que les gens ont retenu les leçons des années 92. Les gens restent chez eux. Alors vous allez déployer les militaires dans les marchés pour forcer les commerçants à ouvrir. Si les gens boycottent les marchés, mais vous n'avez pas déployé les militaires pour pouvoir acheter maintenant les marchandises et les commerçants qui sont boycottés à la réouverture, parce qu'ils ont ouvert peut-être pas la clientèle, qui est sensible à ce qui se passe dans le pays. Donc, la solution, ce n'est pas de s'en prendre aux commerçants. La solution, c'est le dialogue politique. Le dialogue politique. Malheureusement, Paul Biya n'a pas la culture du dialogue politique. Voilà. Paul Biya a fait l'école, la vieille école des années 80. Je vais répondre, Henri, à ta préoccupation. Paul Biya a fait la vieille école des années combien en France? Ça veut dire, on dit, voilà, quand ça ne va pas, mais je dis, moi, je connais assez bien la classe politique française. Hein, les gens qui ont fait l'école d'outre-mer, là, vous allez dans la bibliothèque de l'école administration d'outre-mer, vous voyez, il y a des livres, mais vous pouvez sortir de là traumatisé. On dit comment mater, comment exercer la pression psychologique sur la population. Donc, ces gens qui ont été formés pour mater leur population. Mais je dis à Paul Biya, monsieur Paul Biya, quand vous ne serez pas président, parce que ça va arriver, quand on voit votre état physique à l'heure actuelle, quand vous ne le serez pas, est-ce que vous pensez un seul instant que c'est les gens que vous avez matés là qui vont défendre votre bilan? Vraiment, vous le pensez, vous? Vous pensez, vous, que ce sont les gens là qui vont défendre votre bilan? Qui vont dire, bon, vraiment, etc., etc. Ben non, ça ne se fera pas. Quand on est un homme d'État, on a à cœur, moi ici aux États-Unis, la dernière fois à la fondation de Barack Obama, où je suis une personne ressource, on a reçu une formation dans ce sens. Comment, how to live your legacy, comment laisser un héritage. Peut-être en créant des bourses, peut-être en créant des bourses scolaires, peut-être en faisant une donation pour rénover les bâtiments dans une université qui porte votre nom. Je ne sais pas, moi je vous ai montré la dernière fois M. Louba, qui était un milliardaire américain dont j'étais allé au bureau la dernière fois, il m'avait invité de venir déjeuner. C'était très sympathique. Et il nous a montré, parce que je voulais le voir pour voir comment on peut faire un centre d'excellence d'enseignement de l'informatique avec une grande entreprise américaine dans la région de l'Ouest, peut-être à Banganté ou à Bouddha. Et on a discuté, ben, je m'en tiens là, mais et je lui ai posé, il m'a dit, do you have question for me? Do you have some? Je lui ai dit oui. Pourquoi vous faites ce que vous faites là, vous donnez les bourses? Et déjà très tôt, il avait attiré mon attention en disant,
C'est un moyen de laisser son héritage. Quand on donne des bourses, quand on rénove un bâtiment qui porte son nom. Mais la question c'est, quel est l'héritage que Paul Biya va laisser au Camerounais? Moi, si j'étais Paul Biya, c'est ce que j'aurais en tête. Mobutu, quel est l'héritage que Mobutu a laissé, qui était le parrain de Paul Biya, qui était son mentor? Il n'en a laissé aucun. Puis les enfants de Mobutu aujourd'hui, tous ont changé leur nom. Ils ne s'appellent plus Mobutu, ils ont pris d'autres noms, parce que le nom Mobutu était lourd à porter, avec tout ce qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, on a l'aide du digital. Tous, même les enlèvements nocturnes, je vous dis qu'il y a les vidéos. Même les enlèvements nocturnes, il y a les vidéos. Donc tout ça, c'est... Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin de consulter une télévision pour pouvoir faire un documentaire. Les CapCut, toutes ces applications-là, ça permet aux gens de s'asseoir, de faire un montage, de faire un documentaire et de publier sur la toile après Paul Biya. S'ils ne le font même pas déjà, et ils gardent pour le faire sortir quand Paul Biya ne sera pas là. Non, ce n'est pas bien. Donc j'en venais aux villes mortes pour dire que les villes mortes, d'abord, donc il faut un dialogue politique. Malheureusement, Paul Biya ne sait pas faire ça. Très souvent, c'est la France qui fait ça pour lui. Il faut un dialogue politique parce que s'il n'y a pas un dialogue politique, il y aura une conséquence sur la paix sociale. Mais Paul Biya, lui, il n'entend jamais ça. Il entend passer en force, dire, bon voilà, ok, j'organise les élections, etc. Passer en force en espérant que l'opposition va boycotter. Et c'est la place ici pour moi pour dire que l'opposition ne doit pas boycotter. La société civile doit ressortir. Muhammadu Buhari au Nigeria a fait 4 campagnes électorales présidentielles, 4 campagnes législatives et municipales. Donc au total, j'avais calculé, il a fait 16 élections pour pouvoir arriver à la présidence. Il ne faut pas se décourager. L'erreur que l'opposition ferait, c'est de boycotter les élections, ce qui permettrait encore à Paul Biya de ramasser un parlement avec 100%, en nuançant un peu avec le SDF et le PCRN et l'UDC. Il ne faut pas boycotter les élections. Il faut sortir, il faut reprendre la même chose. Bon. Il faut un dialogue politique pour solder le processus post-électoral. Hélas, Paul Biya, ses exécutants, Ngongo, Atangandi et autres, n'ont pas la culture du dialogue. Je ne sais pas si Atangandi a déjà dialogué, même avec sa propre femme à la maison, je ne sais pas. Donc, quand vous voyez la tête du Féman qu'il a, vous vous dites, voilà, ça, c'est pas quelqu'un qui peut dialoguer. Ferdinand Ngongo, lui, il est rentré aussi dans l'aspect un peu très hautain, très... qui caractérise d'ailleurs tous les Camerounais. Il n'y a pas que ceux qui dirigent. Même le parti de Kamto, vous avez des gens là qui ont copié ça. Ils croient qu'il faut parler aux gens de manière très hautain. C'est le moyen de se faire respecter. Regardez un peu comment Mathieu Yumbi s'exprime parfois sur la toile. Mais ça ne mène à rien. Quand on est un dirigeant, ce qui fait le dirigeant, c'est son leadership. Le leadership, c'est un, l'humilité. L'humilité. Deux, la force de persuasion. Trois, la comprendre. Et quatre, faire un deal avec son adversaire politique. Ça veut dire essayer de trouver le juste milieu. Donc ça, c'est ce que Paul Biya doit faire maintenant là pour sauver les meubles. S'il pense que ce sont les enlèvements, les bastonnades, les tortures, la publication des vidéos pour faire peur aux gens, qui vont faire reculer les gens, je dis encore, qu'il se renseigne bien sur ce que monsieur, son ambassadeur de France a été allé faire à Madagascar. C'est la même chose. Préparer l'armée. D'ailleurs, celui qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'ils avaient envoyé au quartier parce que lui n'était pas d'accord. Et regardez bien celui qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et il faut éviter de créer un précédent qui peut s'abattre sur les générations futures. Je le dis et j'insiste encore. Donc, et ça, Thierry m'appelle aux villes mortes. Ben, les villes mortes auront des conséquences d'abord sur le social, parce que le discours de haine tribal qu'on a fait en sortant les gens comme les Obamana, les gens comme les Bruno Bidjan, les gens comme les Raoult Christombia, les gens comme les Fridolin, qui est pour l'exacerbation de la haine tribale, etc. Les couteaux sont ressortis. Mais hier, c'était le Bamileke. Aujourd'hui, maintenant, c'est le Bamileke comme toujours, plus le Nkasate. Il y a toujours le Bamileke dedans, parce que quand il n'y a pas le Bamileke dedans, ça ne marche pas bien. Il faut toujours mettre le Bamileke dedans, pour que c'est comme le cube magie dans la sauce. Donc, c'est quand on met ça que la sauce a un goût particulier. Donc, ils ont sorti le Bamileke. Le discours ethnique sur le Bamileke, le discours ethnique xénophobe sur le Bamileke, maintenant le discours xénophobe sur le Nkassa. Donc on dit les Babana, d'autres disent les Babana.
Ben, ça a pour conséquence de tendre la paix sociale. Mais en même temps, pour bien conscient que si franchit une ligne rouge dans le discours, l'exacerbation du discours ethnique, l'armée peut prendre le pouvoir au Cameroun. Ça, c'est clair. Je vous ai laissé suivre le direct de Rémi Ngono, où il vous a expliqué un certain nombre de choses que beaucoup de gens à l'étranger savent. Il ne faut pas se cacher. Il y aura certainement des velléités du côté de l'armée de se dire, voilà, si ça va un peu trop loin, il peut prendre le pouvoir pour essayer de ramener le calme dans le pays. Donc, le discours tribal, c'est un peu teinté. Ce n'est pas trop comme ils ont fait en 2018. Deuxièmement, il y a la révolte des gens du Nord qui disent, bon voilà, c'est nous qui produisons les oignons, la viande de bœuf, les petits ruminants, les porcs pour approvisionner un ensemble de personnes qui font des métiers dans la partie sud et qui payent des impôts et taxes à l'État. Nous allons nous retourner maintenant vers le Nigeria pour vendre notre production et nous n'allons plus la vendre à Douala. Donc la conséquence, c'est la flambée des prix sur les denrées alimentaires, les oignons, l'arachide, les bœufs, les moutons, les chèvres, les porcs, etc., etc. Les tomates même dans la partie sud du pays, notamment dans les deux grandes métropoles que sont Douala et Yaoundé. Donc, ça, c'est le fait du blocus. Alors, le gouvernement camerounais, j'aurais pu faire jouer les audios là, mais je ne veux pas que la présentation dure plus que, au-delà de plus qu'une heure. Donc, il y a les comment on dit ça? Il y a les transporteurs qui ont exprimé leur inquiétude. Donc, moi, j'ai suivi les audios du syndicat des transporteurs, des gens dans le syndicat des transporteurs qui posaient la question sur la, la, sur la, comment on dit ça? Qui posait les questions sur le fait que l'armée allait escorter les camions. Or, les gens posaient par exemple les questions. Est-ce que si quand vous escortez 100 camions, si arrivé en route, il y a 10 camions qui tombent en panne, vous allez arrêter tout le trajet pour pouvoir continuer, ou bien vous allez abandonner les 10 là avec un ou deux personnes, ou bien vous allez partir, bref. Les gens posaient les questions. Et il y avait beaucoup de chauffeurs qui disaient, vous savez, quand c'est comme ça, les gens s'en prennent au véhicule et ils laissent le chauffeur et les assurances ne payent jamais. Donc les gens disaient, il n'y a pas la garantie à 100%. Et la conséquence, à l'heure où je fais ce direct, si vous vous renseignez bien, vous allez voir que dans la ville de Bangui, en RCA, les coûts flambent. Moi, je connais des gens à Bangui, des anciens camarades de classe, qui me disent que les prix flambent en ce moment en Bangui parce que le prix n'est pas ravitaillé. Pareil au Tchad, les prix flambent parce que ce n'est pas ravitaillé. Donc, ce n'est pas les escortes et les camions, c'est la solution politique. L'armée, la police, la gendarmerie ne peuvent pas résoudre un problème politique. Ils ne l'ont jamais fait dans aucun pays au monde. Si vous en connaissez un, citez-moi le pays. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils ne l'ont jamais fait. Donc, les villes mortes auront aussi des conséquences économiques. Pourquoi je dis ça? Dans un pays comme le Cameroun, l'État a besoin des ressources, je dis bien, des ressources financières pour financer le fonctionnement et l'investissement dans son budget. Et ces ressources financières viennent soit des prêts internationaux, ces ressources financières viennent aussi soit des impôts. Les impôts. Donc quand on dit les impôts, dans les impôts, il y a l'impôt sur les sociétés, il y a l'impôt sur le revenu des personnes physiques, il y a la taxe sur la valeur ajoutée, il y a la taxe sur les alcools, il y a la taxe sur les carburants, la taxe sur les jeux, les taxes sur les chambres d'hôtel, etc., etc., etc. Par exemple, au Cameroun, quand vous êtes un hôtel 2 étoiles, la nuitée, l'État prélève 2 000 francs. Quand vous êtes un hôtel 3 étoiles, l'État prélève 3 000. Quand vous êtes un hôtel 4 étoiles, l'État prélève 4 000. Quand vous êtes un hôtel 5 étoiles, l'État prélève 5 000 sur la nuitée. Je ne suis pas d'accord parce que je trouve que ça alourdit le prix de la chambre d'hôtel et ça fait que malheureusement les gens ne viennent pas vers le Cameroun où on a créé des taxes tous azimuts pour financer l'État. On a également les droits de douane. Mais quand on regarde donc, quand vous prenez les droits de douane, quand vous prenez la TVA, quand vous prenez les droits de douane, la TVA, l'impôt sur le carburant, l'impôt sur donc bref, les taxes, c'est-à-dire que
les taxes sur le carburant, les taxes sur les communications, les taxes sur les transferts d'argent, les taxes sur les jeux, dont les salles de, les taxes sur les alcools, etc., etc. Quand vous prenez ces taxes-là, je vous renvoie dans le budget de l'État du Cameroun, ça représente 2 tiers des recettes du Cameroun. Or, les taxes sont prélevées essentiellement sur la consommation. Ça peut être prélevé par les entreprises, c'est le cas de la TVA, c'est le cas de l'impôt sur le carburant, l'impôt sur les alcools. Voilà, c'est prélevé par les entreprises et reversé à l'État. Or, quand ces entreprises ne travaillent pas, donc sont fermées, ou n'ont pas les consommateurs qui sortent pour venir dépenser, parce que vous avez peut-être des entreprises de jeux, si les gens ne viennent pas jouer, vous avez des hôtels, si les gens ne sont pas en mouvement parce que la mobilité est réduite, ils ne travaillent pas, donc ils n'occupent pas les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtel ne peuvent pas payer la taxe sur la nuitée d'hôtel. Si les marchés, et c'est pour ça que vous voyez l'État s'est précipité au marché Mbopi, si le marché Mbopi n'est pas ouvert, le commerçant du marché Mbopi va déclarer 0 de TVA, ou bien s'il payait 12 millions de TVA, il va déclarer 1,2 million de TVA, la TVA va être réduite de 90%. Donc, la structure, si vous voulez, l'État du Cameroun, les entreprises que Paul Biya avait laissées que Aïdjo avait laissées à Paul Biya les a tous bousillées. Donc ça n'existe plus. Il y a quelques miettes, quelques-unes qui existent. Peut-être sur les 800 que Paul Biya a reçus, il y a peut-être une centaine qui existent. Encore. Il y a peut-être une centaine qui existent. Or, dans un pays, ce sont les entreprises qui payent les impôts à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les bénéfices, dont les dividendes que les entreprises versent. Donc, comme on dit, les comptables calculent ce qu'on appelle le bénéfice avant impôt. Et on applique l'impôt sur les sociétés, donc l'impôt sur le bénéfice. Et cet impôt sur le bénéfice est reversé à l'État. Logiquement, dans un pays, les trois-ci, les droits de douane, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, doivent constituer 2 tiers des recettes fiscales. Chez nous, c'est l'inverse. C'est la TVA, c'est l'impôt sur le carburant et la TVA sur le carburant. Donc, ça veut dire que si la consommation de carburant chute, si la consommation d'alcool, de biens chute, si la consommation, la TVA, etc. chute, très rapidement, l'État du Cameroun se retrouve en difficulté. Et mieux, quand les entreprises industrielles ne peuvent pas fonctionner, ne peuvent pas vendre, qu'est-ce qu'elles font? Elles procèdent au licenciement. Quand elles procèdent au licenciement, ça fait chuter le montant des cotisations sociales, ça fait chuter le montant d'impôts sur ça fait chuter le montant d'impôts sur le revenu des travailleurs que l'État collecte. Supposons une entreprise qui a 300 employés et qui, parce qu'elle est en difficulté, décide de licencier 100 personnes. Si elle licencie 100 personnes, si les personnes là versaient 25 000 de leurs revenus tous les mois à l'État comme impôt de revenus physique, ça fait 2 500 000. Les 2 500 000 vont venir en moins. Donc le budget que l'État a fait, il ne pourra pas tenir. Donc c'est une situation difficile. Et le gouvernement camerounais ne va pas sceller tout le monde, non. Si le marché Mbopi ouvre et que les détaillants sont dans les quartiers ne viennent pas faire les achats au marché Mbopi, qu'est-ce que le gouvernement va faire? Il va aussi aller dans les fins fonds des quartiers, sceller les boutiques. Et bon, et une fois qu'il a scellé, l'argent là va sortir d'où pour entrer dans les caisses de l'État? Drôle de décision. Voilà des gens qui sont allés aux élections, ont demandé aux gens de leur accorder leur confiance, et immédiatement, soi-disant, ils disent qu'ils auraient reçu cette confiance, ils commencent la répression sur les personnes. Ça ne marche pas. Les droits de douane, quand le port de Douala s'enrhume, le port de Kribi ne pourra pas rattraper le port de Douala. Ça ne vous gênez pas. Je suis économiste, mais je ne vais pas faire une autre présentation là. Ça va me prendre trop de temps. Le port de Kribi ne pourra jamais rattraper le port de Douala. Je dis bien jamais. Jamais. Et après Paul Biya, vous allez voir sortir un port du côté de Tico et avec adossé à la ligne de chemin de fer, etc. qui va partager le leadership avec le port de Douala au détriment du port de Kribi. C'est ce qui est la vérité. Non, il ne faut pas se leurrer. Donc, vous comprenez bien que l'État du Cameroun est dans une situation compliquée. D'autant plus que, contrairement aux années 90, il doit faire face au paiement de la dette. Il doit faire face au paiement de la dette intérieure sur les marchés financiers. Il doit faire face au paiement de la dette extérieure aux bailleurs de fonds multilatéraux, bilatéraux. Et, naturellement, ne pouvant pas y parvenir,
Il s'est mis sous un programme du FMI. Donc le FMI, je te donne l'argent en contrepartie du fait que tu acceptes d'exécuter un programme. Or, les programmes du FMI n'ont jamais sorti aucun pays de la crise économique. Aucun. Donc on ne sait pas où on en est là. On ne sait pas où on va. Donc, cette présentation, c'est une présentation pour appeler tous les acteurs du Cameroun au calme. Au calme. La France veut absolument que Paul Biya meure au pouvoir, vu les états de service qu'il a fait pour eux. Donc c'est elle qui organise tout ça. Même s'ils ne disent rien, c'est eux qui organisent tout ça. Là. Toute la violence là, les enlèvements, tout ça, c'est eux qui organisent. C'est des gens qu'ils avaient déjà entraînés et tout, et tout, et tout, et tout. On connaît tout ça. C'est des gens qu'ils avaient déjà entraînés et ils avaient déjà préparé, voilà, etc. Ces scénarios-là, etc. Mais ça ne règle rien. Si les gens décident de rester à la maison et contrairement à ce qui s'est passé dans les années 92, le gouvernement camerounais ne peut pas compter sur l'appui de la France pour lui apporter un appui budgétaire. Elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Vous avez suivi Dominique de Villepin, il y a 10 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. 10 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais il le dit maintenant, moi quand j'étais en France en l'an 2000, on avait déjà des gens qui nous disaient ça dans les villages en France. Moi je connais des gens en France qui ont peut-être des agriculteurs, qui ont peut-être 30 vaches. Du 1er au 31, ils mangent le pain. C'est-à-dire qu'il va à la gendarmerie, à la boulangerie, il ramasse les restes de pain et il boit du lait et il mange du pain. J'avais demandé une fois à la personne, mais ton estomac, ça se passe comment? Et donc un jour, on était venu chez lui, c'était un ami, je ne vais pas donner son nom là. On a préparé le poulet DG avec ma cousine Rose. On a préparé le poulet DG, le type a mangé, on lui a laissé les restes pour manger. Les gens sont pauvres. Dans les campagnes, dans les banlieues. Macron avait créé un ministère de de l'organisation des territoires. On n'a rien vu. Les gens sont pauvres. Les campagnes sont délaissées. Et ce n'est pas cette France-là qui va prendre l'argent qui nous servira à sauver son pays pour venir sauver Paul Biya au Cameroun. Ça ne se fera pas. Et ce n'est pas par la force. Donc il faut qu'il y ait un dialogue. Et il faudrait que la communauté internationale nous aide afin que dans notre pays aussi, c'est ce qu'on reproche à la France. Parce que quand il y a eu les coups au Burkina, au Mali, au Niger, on a dit oh, le sentiment anti-français animé par la Russie. C'est faux. C'est archi faux. Le sentiment anti-français vient du fait que les gens voient très bien, ils ont des yeux pour voir, que régulièrement, les élections fraudées, les constitutions modifiées, tout ça, c'est le gouvernement français qui est derrière, qui apporte l'assistance technique. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Idriss Déby qui l'a dit. Il a dit, moi, j'avais donné ma parole aux Tchadiens que je quittais. Et c'est la France qui a envoyé quelqu'un ici modifier la constitution, changer tout, etc., etc., etc. Je suis désolé. Il l'a dit et redit. Voilà. Je réponds à la question de Henri qui dit, que penses-tu de l'ultimatum de 48 heures donné par Tiroma? Ben, je n'en sais rien pour l'instant. Je n'en sais rien pour l'instant. Ce que moi je peux dire, c'est que le gouvernement camerounais doit comprendre. Il y a les rapports de l'International Crisis Group, qui est un think tank aux États-Unis, qui est assez bien introduit, qui disent très bien que l'une des zones les plus sensibles du Cameroun, c'est la partie nord. Parce que la partie nord du Cameroun est entourée de foyers de tension où les armes crépitent, tournent, en République centrafricaine. Les armes tournent dans la partie nord de la République centrafricaine, donc qui est frontalière avec le Cameroun. Au Tchad, les armes tournent. Au Soudan, les armes tournent, donc qui est frontalier avec le Cameroun. Sur le lac Tchad, les armes tournent, il y a les milices. Dans le nord du Nigeria, les armes tournent. Dans la région de Difa, donc au sud du Niger, les armes tournent tout le temps. Vous voyez le gouverneur de la région de Difa, le général Bagadouma, qui reçoit régulièrement son voisin du Tchad, son voisin du Nigeria, etc., les gouverneurs, pour dialoguer. Parce que les armes crépitent là-bas. Ça tourne, tourne. Or, quand dans une région comme ça, vous faites ça, vous mettez votre pays dans une situation dangereuse. Parce que Tiroma n'est qu'un politicien. Tiroma ne peut pas appeler les gens à faire du désordre. Ce n'est pas possible. Il ne l'a pas fait jusqu'à présent. Mais il peut se faire déborder par une base plus radicale que vous ne le croyez. C'est ce qui s'est passé au Nozo. Vous aviez la classe politique, le RDPC, de l'opposition entre guillemets, le SDF qui n'était plus de l'opposition.
Vous avez la société civile anglophone, les avocats, les notaires, etc., etc. Et puis vous avez les sécessionnistes qui veulent la sécession de nos autres. Rapidement, quand le gouvernement camerounais a commencé à réprimer la société civile anglophone, la classe politique, etc., opérer des enlèvements des gens comme les Mancho BBC qui n'étaient que des animateurs radio, etc., etc., opérer ces gens-là, prendre en chasse les Joseph Wirba qui sont là en exil, rapidement, donc, cette société civile s'est fait déborder à gauche ou à droite, tenez ça comme vous voulez, s'est fait déborder par les sécessionnistes qui ont rapidement monté les bandes armées, avec le prétexte justifié d'ailleurs, que l'armée ne faisait que tirer sur les populations qui marchaient avec l'arbre de la paix et qui prenaient exemple pour défendre leur village. Et qu'il fallait rétalier. La conséquence est celle que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons vu comment ça s'est passé. Et nous avons vu dans quel état est le Nozo. Nous avons vu combien de personnes civiles anglophones sont morts, mais nous avons vu aussi combien de militaires, policiers, gendarmes sont morts dans le Nozo. Donc c'est important. Là-dessus, je pense que le gouvernement camerounais doit tout faire pour renouer le dialogue politique rapidement, rapidement. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est dans la culture de Paul Biya. Paul Biya, les colons français lui ont appris que quand il y a un problème en toi, il suffit d'entendre comment Mobutu parlait. Moi, le chef. Donc, c'est comme ça qu'on leur explique qu'il faut diriger les gens. Donc, quand il y a quelque chose, il ne faut jamais discuter avec les gens. Il faut prendre le marteau et le clou, taper, 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 taper jusqu'à ce que le clou rentre. Malheureusement, dans certains pays, ça produit des coups d'État militaires. C'est en ce moment que la France arrive en disant la démocratie comme au Mali, la démocratie comme au Niger, la démocratie comme au Burkina Faso. Mais je pense que le président du Niger leur a répondu. Regardez les interviews d'Abdourahmane Tiani. J'en ai sauvegardé ici là, sur ma chaîne YouTube. Là, vous pouvez la regarder. Élisée Honta, vous regardez, vous allez voir. Il leur a répondu sur le fameux machin de démocratie. Là. Donc, il faut que le dialogue s'installe parce que sinon, d'autres forces peuvent déborder Issa Tcherouma. À partir du moment où il déborde, lui, sa parole ne sera plus entendue. Que peut dire Joshua Oshi encore nous aujourd'hui? Que peut dire le collectif des avocats anglophones encore nous aujourd'hui? Ils sont débordés. Ils n'ont même plus de parole. Underground. Regardez comment les sécessionnistes, les Ambaboy ont arrêté le député du RDPC qui avait tenté l'intimidation, lui ont réglé son compte. Que peut faire le gouvernement? Que peut dire la société civile anglophone? Nous ne voulons pas voir ce scénario-là. Parce que comme disait quelqu'un, le désordre, on sait comment la guerre, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça finit. Au nord-ouest et sud-ouest, le gouvernement camerounais a cru que c'était la violence, l'arrogance, alors que Foundi allait voir bien plusieurs fois. L'arrogance, la violence qui allait régler le problème, et on voit que ça n'a pas réglé le problème. Taïbo Nadj avait dit ça. Some people tell him that he should solve the problem militarily, but he won't. Certaines personnes, pour dire entre guillemets les Français, disent à Paul Biya qu'il faut seulement qu'il utilise la violence et la force pour faire comprendre raison aux gens, mais ça ne marchera pas. Taïbo Nadj avait été diplomate au Cameroun et on a vu la suite. Rien n'est réglé pour nous autres. Rien. L'armée camerounaise ne peut pas désarmer les Ambaboy. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, je vous dis. Même dans 30 ans, il ne peut pas désarmer les Ambaboy. Et imaginez qu'un tel scénario arrive dans la partie nord du Cameroun. Comment on s'en sort? On aura déjà deux. Comment on s'en sort? On va être mis sous la tutelle de la communauté internationale. C'est difficile, franchement. Je n'ose pas penser qu'on arrive là, mais j'espère que Paul Biya nous préserve de ça en ouvrant le dialogue politique assez rapidement. Sous quelle forme, je n'en sais rien. Lui, il connaît mieux Tiroma que nous, là. Ils se connaissent bien dans tous les cas. Kisha Tiroma a travaillé avec lui pendant plusieurs années. Donc, il peut ouvrir le dialogue politique. Et en comprenant que ce n'est pas en libre. Parce que les gens qui arrêtent les gens pour les mettre à Konengi, demain aussi, le régime peut changer, on vous porte plainte, on vous juge, on vous met à Konengi. Ça s'est passé au Burkina Faso. Les gens qui ont enlevé les gens sous Blaise Compaoré sont tous en prison aujourd'hui. Les plus chanceux ont fui, se sont réfugiés en Côte d'Ivoire. Donc, attendez, ne faites pas ça. Vous créez un précédent qui peut vous rattraper dans les jours qui viennent. Et c'est ce que nous parlons ici. Donc on verra, je n'ai pas d'informations pour les 48 heures que Issa Tcherouma a donné, mais je dis simplement que
Je vous ai exposé les conséquences des villes mortes qu'il a appelées, donc au niveau des populations, qui est assez suivi par les gens. Et je vous ai également exposé les conséquences d'une éventuelle, les conséquences des villes mortes, mais je vous ai exposé également les conséquences d'une éventuelle, d'un éventuel débordement de Tiroma par d'autres groupes. Ça peut arriver très rapidement. Il y a des choses qu'on entend sur la toile. Et à partir de ce moment, si le gouvernement perd le nord et perd le nord-ouest et le sud-ouest, ça devient grave. La moitié du pays sera coupée et aura échappé à l'autorité de l'État. Ce sera grave. Ce sera grave. Ça va avoir des conséquences sur le pays. Ça va avoir des conséquences. Ça veut dire que tous les marchandises qui passent pour aller au Tchad en Centrafrique ne passeront plus. Que va faire le gouvernement? Maintenant, il faudra trouver l'argent pour acheter les armes pour se battre contre des bandes armées. L'argent qui aurait servi à construire des châteaux d'eau, à construire des routes, des écoles. On est dans la merde. Voilà, je m'arrête ici là. Dans la soirée, si cette sera la nuit au Cameroun, nous allons poursuivre les présentations pour afin de expliquer davantage aux Camerounais ce qui se passe dans notre pays. Donc, si vous êtes connectés, si vous ne l'êtes pas, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. Demain, vous pouvez regarder les vidéos. Les directs seront faits sur YouTube. Donc, vous pourrez regarder les vidéos et puis vous pourrez, comme on dit, nous laisser vos impressions. Je réponds toujours. Voilà, je réponds toujours. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable et merveilleuse journée. Prenez soin de vous et restez scotchés sur notre chaîne YouTube Élisée Yonta. Abonnez-vous, mettez un like sur la vidéo, partagez massivement dans vos groupes WhatsApp, dans vos groupes Telegram, etc., dans vos groupes Facebook, etc. Partagez aussi vos impressions avec nous. Mettez un like sur la vidéo, abonnez-vous, invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne pour faire grandir la communauté et surtout devenez membre de notre chaîne en donnant 1 ou 2 dollars par mois pour soutenir le développement de notre chaîne. Merci bien. Bye.